Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Nature en Bref. Comme vous voyez, c'est pas Thiemo qui me filme, c'est moi-même parce qu'on a eu d'énormes problèmes pendant le tournage de cette vidéo, même si les images sont, comme le disait Timéo, les meilleures qu'on ait réalisées. Donc je vais faire l'introduction maintenant parce que évidemment le fichier a sauté et puis il y avait des problèmes de son, etc. etc. Donc bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Nature en Bref. Le mois dernier, je vous parlais du buteur étoilé, cet ardéidé qui est très compliqué à trouver dans des milieux humides. Et ce mois-ci, je vais aussi parler d'un oiseau, qui est dans des endroits humides et qui est très compliqué à voir, sauf que ce n'est pas un ardéidé, c'est un limicole et on va parler aujourd'hui de la bécassine sourde. Quoi de mieux que de parler de la bécassine sourde que d'un expert, ou du moins quelqu'un qui est passionné par la bécassine sourde. Je vais laisser la parole à Timéo, ça fait 2 ans qu'il la cherche et il saura en dire bien plus que moi. Donc je vais laisser la parole à Timéo et je vous retrouverai à la fin de la vidéo. Comme vous l'a dit Simon, nous allons parler de la bécassine sourde, qui est un limicole. Limicole, c'est ces petits échassiers que vous connaissez sûrement. Vano-huppé par exemple est un limicole, court-lysandré. Bécassine des marais. Bécassine des marais qui a une consoeur, la bécassine sourde, qui comme les autres bécassines est jaune, marron, brune. La bécassine sourde, elle va être plus petite. C'est un oiseau qui fait quasiment la taille d'un étourneau. Elle a un bec assez épais et court pour un limicole. Et elle est presque parfaitement mimétique. C'est-à-dire que son plumage et son bec même vont imiter les formes et les couleurs qui sont omniprésentes dans son milieu. C'est d'ailleurs une stratégie qui est là pour parer les prédateurs. Elle se plaque totalement au sol quand elle se sent menacée et devient presque invisible. Comme on voit souvent la bécassine sourde en vol, on a l'habitude d'entendre des critères pour l'identifier en vol. Comparé à la bécassine des marais, on a affaire à un petit oiseau qui a un petit bec qui décolle de très près, avec 2 raies dorsales jaunes très visibles. La bécassine des marais, c'est un oiseau qui va décoller de 15 mètres, qui va décoller dans un vacarme avec plein de cris, qui va voler en zigzag, qui va se poser, qui va aller un peu plus loin. C'est d'ailleurs sa deuxième stratégie contre les prédateurs à la bécassine sourde. En plus d'être invisible, elle est particulièrement bonne dans l'art de ne pas bouger et de se faire discrète. C'est-à-dire qu'elle attendra le dernier des derniers moments pour décoller. Quand on la voit, on dit qu'elle décolle dans les bottes, c'est pas une blague. Elle décolle vraiment à 4-5 mètres, même moins. Et c'est ce qui fait qu'elle est très dure à trouver. C'est un oiseau qui est pas commun, qui est facile de louper parce que suffit qu'on passe à 10 mètres d'elle, on la voit pas, et qui est très discret quand elle décolle pas. On peut parfois la trouver en train de se nourrir dans des roselières, mais elle va plutôt aimer les prés inondés et les endroits où elle peut se cacher. Parce que c'est un peu le concept de cet animal, comme le buteur étoilé. C'est un animal qui est calculé, qui est millimétré pour se cacher. On a trouvé une parcelle inondée où elle hiverne. Nos stratégies pour la trouver, c'est premièrement de se pointer à la fin de l'hiver, vers mi-février, quand les jours commencent à se réchauffer. Parce que se lever pour un oiseau décoller d'un coup comme ça et aller se reposer plus loin, c'est quand même quelque chose qui demande une quantité d'énergie énorme. Donc si on peut minimiser cette perte d'énergie en ne la faisant décoller pas trop par des jours très froids, c'est bénéf, comme on dit. Dans son milieu, on va voir beaucoup de traces, on va pouvoir la tracer par ses pas et ses crottes, et c'est comme ça qu'on a posé des pièges photo là où elle passait souvent. On a réussi à la filmer sur piège photo. J'ai prospecté pendant toute une fin d'hiver, l'hiver 2020-2021, pour essayer de les voir. Je n'ai réussi à les voir qu'en vol, et c'est à la première prospection de 2022 qu'on a réussi avec Simon et Aurélien à la voir enfin posée. Le milieu dans lequel on l'a trouvée et le milieu dans lequel évoluent souvent les bécassines sourdes est assez particulier, et Simon va vous en parler car il est bien plus renseigné sur le sujet. On n'a pas affaire à un expert mais à un passionné. Merci beaucoup Timéo de me laisser la main sur le milieu. J'ai pas mal potassé et j'ai aussi demandé à des experts, notamment ma prof de biologie, merci beaucoup, pour savoir les caractéristiques de ce milieu. Le milieu où évoluent les sourdes, c'est un milieu assez particulier car elles ont besoin de haute végétation pour se cacher, mais aussi de prairies un peu rases pour se nourrir. Il faut que les bécassines sourdes soient aussi dans un endroit humide. J'ai trouvé que le milieu dans lequel elle évoluait est composé de 2 milieux en particulier, mais l'ensemble de la prairie est un milieu paratourbeux, c'est-à-dire que c'est pas encore une tourbière, ça peut peut-être devenir une tourbière, mais c'est une zone humide.
Cette zone humide sert de zone tampon, donc pour éponger les crues, ce qui est normal parce qu'il y a des grandes retenues d'eau à côté. Dans la prairie où évoluent les sourdes, il y a 2 endroits. Une prairie qui est plutôt rase, qui est composée de carex. Les carex, ce sont des plantes à base triangulaire. Et l'espèce de marais, l'espèce de carex, donc la plante triangulaire, on appelle ça une lèche des marais. Et elle est aussi dans une mégaphorbiae, mais cette fois-ci qui s'appelle Carisae, car c'est une mégaphorbiae qui est très très rase. Qui est un milieu où les carex, comme du coup je l'ai dit, sont des plantes dominantes. Et d'un autre côté, nous avons une mégaphorbiae avec des joncs qui constituent les plantes qui dominent le milieu. C'est un milieu qui, l'été, mesure de 2 à 3 mètres. Et c'est aussi un endroit humide où les sourdes peuvent se nourrir et se reposer. Voilà, j'espère ne pas trop m'être trompé sur les milieux. En tout cas, je remercie encore une fois énormément Timéo de me filmer actuellement et aussi d'avoir parlé pendant la vidéo. Je remercie aussi Lalandi pour sa grande aide sur l'identification du milieu. On remercie aussi Aurélien pour nous avoir conduits dans l'endroit où on a vu en premier la bécassine sourde. Merci beaucoup pour votre attention et le mois prochain, on va se retrouver pour parler d'un comportement en particulier. Je pense que vous avez deviné ce que c'est et on se retrouve dans un mois. Salut! Ça joue pas Aurélien? Oh, c'est sympa. Monsieur Constant. Je suis un peu